ces rencontres numériques font suite aux 3 jours qu'on a passés en présentiel à Strasbourg, où c'était joyeux et riche, plein d'échanges autour de la participation citoyenne et de la démocratie participative. On est très heureux de continuer en numérique et d'ouvrir du coup cette dernière session des ateliers numériques. N'hésitez pas à mettre vos caméras si jamais vous voulez. C'est toujours plus sympa pour les intervenants et les intervenantes de voir à qui est-ce qu'on s'adresse. Et puis voilà, je vais nous laisser démarrer. Je vais laisser la parole à Adrien, Monique et Patrick pour l'atelier résolution de conflits et mobilisation des habitants des campagnes pour réduire l'usage des pesticides, les outils de design des services pour mener la transition écologique de l'agriculture. Je vous souhaite un très bon atelier. Merci beaucoup, Anouk, et bienvenue à tous et à toutes. Ravi de savoir que voilà, ces questions qu'on va se poser aujourd'hui vous intéressent. En tout cas, j'espère si vous êtes là. Euh, on va avoir un atelier qui se déroule en plusieurs temps. D'abord, un temps de partage d'expérience et de présentation euh, d'une initiative de démocratie agricole, en tout cas d'articulation entre une initiative citoyenne pour la réduction des pesticides et de négociation au bas de Württemberg. On a malheureusement Christophe Schramm qui devait nous présenter ça, qui va pas être avec nous. Donc, il m'a envoyé tous les éléments et je vais essayer de vous le partager. Et ensuite, pour celles et ceux qui voudront avoir plus de détails, je pourrais envoyer ça par email. Ensuite, on s'attardera plus sur la France avec Patrick et Monique, membres des Riverains Ensemble et du collectif des victimes des pesticides de l'Ouest, qui vont nous présenter comment, et ça va être la question principale qu'on va se poser pendant cet atelier, sur ce sujet-là, qu'est l'agriculture, comment une voix collective qui est relativement voilà, peu entendue dans le débat public, celle des habitants des campagnes non agriculteurs, riverains de l'agriculture toxique et impactés à cet ordre-là par les pratiques agricoles, comment cette voix peut être voilà, entendue, soutenue et nourrir le débat public pour ce qu'on appelle à l'Institut Elinsky et Justice Ensemble la démocratie agricole, c'est-à-dire à l'échelle d'un village, l'idée que le choix des produits, le choix des cultures ne soit pas décidé seulement par l'agriculteur, mais finalement par toute la communauté impactée par celle-ci. Euh, donc, je vais essayer aussi d'utiliser un Google Clap pour partager, mais je suis voilà, pas un professionnel de ça et donc je suis pas certain que je vais réussir, mais j'ai été briefé, donc pourquoi pas. Euh, sans, sans traîner plus, ce que je vous propose pour commencer, c'est de partager l'expérience. Je vais tout de suite partager mon écran. Et ça vous va, Monique et Patrick? Je partage d'abord l'expérience d'Allemagne avant de vous donner la parole. Mhm. Donc voilà, et puis pour me présenter quand même rapidement avant de rentrer dans le détail, donc moi je m'appelle Adrien Roux. À la base, mon, mon métier c'est community organizer. Avant ça, et peut-être ce qui m'intéresse sur le sujet, bon, je suis fils d'agriculteur, j'ai grandi dans le Nord Ardèche. Et mes parents, donc père éleveur de cochons et de vaches, mon grand frère, lui, il fait des céréales au sud de Lyon. Et donc, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis, on va dire, ma politisation, mon engagement militant a été dans le soutien lorsque mon voisin, par exemple, a fait une tentative de suicide après avoir été
complètement sous pression à cause des contrats dégueulasses qui peuvent toucher les agriculteurs. Et aujourd'hui, la grosse question, pour le coup, en tant que, voilà, plutôt à l'extérieur du monde agricole en tant que tel, c'est la question comment d'habitants des campagnes et de cette question-là de dire, tiens, est-ce que les agriculteurs devraient décider seuls des produits qu'ils mettent dans leur sol? Le débat tel qu'il est posé entre politique écologiste et, et agriculteurs, selon moi, laisse parfois de côté la question voilà, des communautés riveraines immédiatement impactées. Et au sein de l'association Justice Ensemble, mon expérience, mon travail, ça a été d'abord de community organizer. C'est-à-dire comment les voix qui sont non organisées, dispersées, peuvent se faire entendre. On dit des fois d'organisation syndicale. Sur les questions de logement, ça peut être des syndicats de locataires. Sur les questions de, je sais pas, d'école, des syndicats de parents d'élèves. On utilise le terme syndicat pour décrire l'organisation de défense d'intérêts collectifs. Et dans les campagnes, cette idée qui est partagée là, dans le collectif Riverains Ensemble, qu'il peut y avoir des syndicats d'habitants des campagnes, de riverains, qui font entendre leur voix et leurs intérêts collectifs pour négocier et trouver des accords avec les syndicats d'agriculteurs. On a été très intéressé par des expériences qui ont été menées en Allemagne en termes de démocratie directe, en termes de démocratie d'interpellation. On reviendra sur un peu la distinction et on a échangé pas mal avec les militants de l'association qui avait coordonné des initiatives citoyennes, Bund, et notamment Christophe Schramm, chargé de campagne, et qui avait été coordinateur de l'initiative Probienne, pro-abeille, simplement, qui a été une pétition initiée dans le Baden-Württemberg, un l'Inde à l'ouest de l'Allemagne, de l'autre côté de la frontière, du côté de Strasbourg, et qui, voilà, à la base, pour celles et ceux qui étaient à Strasbourg, c'était l'intérêt de Christophe de pouvoir venir à Strasbourg pour partager ça au cours des ateliers. Et finalement, comme c'est en version numérique et c'est paradoxal, mais voilà, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Il s'excuse. Je vais tenter de raconter son histoire. L'élément là-dessus à noter, certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être cette histoire. Il y en a eu quelques-unes, une dans le Bade-Württemberg et une en Bavière. C'est l'utilisation des outils de la démocratie, du référendum d'initiative citoyenne par des militants écologistes qui veulent faire changer les pratiques agricoles. C'était une initiative lancée par deux apiculteurs, d'abord fin 2018, euh, qui a lancé une pétition, voilà, on va dire classique, comme on a pu en voir plein en France, là, qui a été utilisé le dispositif de pétition mis en place par le Land Bade-Württemberg, qui consiste, d'atteindre d'abord 10 000 signatures pour pouvoir lancer un processus législatif. Et ensuite, deuxième palier, si 10% des électeurs du Baden-Württemberg sont signataires, de faire un référendum d'initiative citoyenne. 10% des électeurs, ça veut dire 770 000 signataires. Donc l'initiative a été lancée assez rapidement, donc c'était une initiative citoyenne, en tout cas d'apiculteurs quand même engagés, et assez rapidement, une coalition d'associations s'est mise en place. Donc c'est là que Christophe est entré en jeu. Ils sont allés chercher des syndicats paysans, l'équivalent de la Confédération paysanne en Allemagne, et un parti minoritaire écologiste pour avoir une coalition large d'appui à la pétition, qui chacun mobilisait leurs militants. Ça a été ça le gros travail, d'avoir des bénévoles qui font signer des pétitions dans les espaces publics. Puisque dans ce dispositif particulier, il n'est pas possible d'avoir des signatures numériques, ce n'est pas des pétitions en ligne, mais c'est des pétitions papier qui doivent ensuite être enregistrées au gouvernement fédéral. La campagne de collecte a démarré assez rapidement pour atteindre d'abord 18 000 donc, signatures, le premier palier qui lançait le dispositif législatif, et ensuite commencer à monter pour atteindre 36 000 signataires en juillet, lorsqu'on commençait les premières réunions de médiation avec le gouvernement du Baden-Württemberg. Et donc là, il y a en, euh, en- un cycle de réunions à la fois bilatéral entre le gouvernement et les associations porteurs de la pétition, et ensuite
on va dire, de négociations multilatérales avec les organisations d'agriculteurs. En gros, il y avait des organisations professionnelles d'agriculteurs biologiques et de petits agriculteurs qui étaient plutôt du côté de la pétition, et des organisations professionnelles plutôt praticiens de l'agriculture toxique qui utilisent les pesticides, qui étaient de l'autre côté. Le 15 octobre, il y a eu un premier accord posé par le gouvernement, et à ce moment-là, les associations ont lancé l'appel pour stopper les signatures. En fait, à partir de juillet, ils ont réduit la campagne de signataires. En octobre, ils appellent à stopper complètement pour commencer, pour aller plutôt vers une discussion, pour finir notamment avec les dernières réunions de médiation, là, en octobre et novembre, afin de trouver un accord qui soit vraiment un compromis entre les revendications écologistes et les syndicats agricoles. L'accord trouvé est moins strict que la demande initiale du référendum. Il a été élargi à d'autres mesures protectrices de l'environnement, comme la pollution lumineuse. Euh, et, euh, et cet accord a été voté en tant que tel comme loi du Linde en juillet 2020. Le, les éléments, donc on va dire, c'est une loi locale de l'agriculture avec des objectifs sur la réduction des pesticides, des dispositifs plus précis sur l'interdiction dans les zones de conservation, des pratiques pour étendre l'agriculture biologique et l'introduction de 10% de zones refuges en fonction de certaines pratiques agricoles. L'élément est à noter là-dedans, l'initiative, c'était celle d'apiculteurs, mais assez rapidement, il y a eu cette coalition voilà, qui est, on va dire, classiquement association environnementale, puis avec les syndicats, des syndicats paysans minoritaires, comme la Confédération paysanne, et un parti, seulement le parti écologiste minoritaire qui n'était pas dans le gouvernement du l'Inde, dans la coalition. Le choix stratégique assez tôt, finalement, là, ça a été de l'utilisation de ce dispositif de démocratie directe, mais finalement sans vouloir aller jusqu'au référendum. Dès le lancement, il y avait l'idée de plutôt préférer, dès que c'est possible, la négociation et la médiation plutôt qu'un référendum, pour pas se retrouver dans un espèce de plébiscite anti-agriculteur toxique. Et du coup, les porteurs de la pétition et de la campagne, assez vite, avaient ces éléments-là en tête. Avec le recul et au moment de l'accord, le regret qu'il y a eu, en tout cas qui a été exprimé assez rapidement, c'est peut-être que les demandes étaient un peu trop génériques, des demandes d'orientation de politique. On y reviendra, plutôt que des objectifs un peu précis sur les surfaces en agriculture biologique ou sur la définition effective du budget alloué ou des zones concernées. Et donc, 4 ans plus tard, 4 ans après le vote de la loi, donc il y aura en juillet une évaluation un peu précise de tout ce qui a été mis en place par la loi. On a des avancées, mais insuffisantes. Et donc, en termes de réduction des pesticides, des progrès qui ont été faits, mais insuffisants. Donc là, on aura un peu le détail de l'évaluation quand le rapport qui est en cours d'instruction sera produit là, en juillet, c'est-à-dire 5 ans après le vote. Euh, L'amélioration principale, ça a été sur ce qui a été le plus précis, c'est-à-dire l'interdiction de pesticides sur les zones de conservation. Tout le débat a été sur la définition de ces zones de conservation de la nature, puisque c'est ça qui a été le plus âpre dans les négociations, me disait Christophe. Âpre, et donc avec des avancées, mais aussi des limites, puisque il y a eu déjà en 2009 des exceptions, et il y a des exceptions qui ont été ajoutées en 2024, suite aux mobilisations d'agriculteurs en Allemagne, comme on en a eu en France, sur des nouvelles cultures de fruits notamment ou de vignes. Et voilà, sur l'expansion de l'agriculture biologique ou sur les zones de refuge, on est sur le même level, c'est-à-dire des progrès, mais probablement insuffisants. Voilà, en gros, pour l'expérience en
en Allemagne, nous, ce qui nous intéresse là-dessus et qui est vraiment le cœur de ça, c'est comment se saisir des outils, en gros, de la démocratie, euh, de la démocratie participative par en bas, ce qu'on va appeler, nous, la démocratie d'interpellation avec les droits de pétition, pour pouvoir faire bouger les lignes sur la question agricole et pour pouvoir sortir finalement d'un du- d'un truc bilatéral entre des collectivités qui mènent des politiques, en gros, de transition écologique et des résistances des agriculteurs. Euh, voilà, la question, notre point de départ là-dedans, en sortant de ça, c'est de penser, non pas, c'est de penser finalement le problème comme comme un triangle à mettre en place avec, d'un côté, les personnes qui ont un intérêt direct à la transformation agroécologiste, les collectivités ou les autorités publiques qui vont avoir un rôle à la fois de, de, de guide de la transition, mais aussi de médiation, et de l'autre côté, la corporation agricole qui pratique encore l'agriculture toxique, avec toujours la prise en compte que la corporation, elle n'est pas monolithe, mais divisée, même si aujourd'hui, en France, la FNSEA a encore voilà. Et aujourd'hui, avec la coordination rurale, même, qui a progressé dans les dernières élections, mais quand même une forme de monopole symbolique de la représentation des agriculteurs, et même presque de monopole de la représentation des campagnes. On a l'impression parfois dans les médias. Le principe donc, en France autour de ça, ça a été de se dire, tiens, comment la voix des riverains peut être entendue et peut exister finalement dans le débat public. Au fond, quand on parle d'agriculteur, il y a vraiment voilà, cette figure forte, symbolique du paysan, de l'agriculteur. Voilà mon monde que je connais bien. Or, dans les campagnes, il y a aujourd'hui, je crois, 1,2 million de personnes qui vivent dans l'immédiat environ de surfaces de champs d'agriculture toxique, donc dont la santé est impactée là-dessus. Et pourtant, c'est une voie, ça, bah, numériquement, c'est énorme, c'est même plus que les 300 000 agriculteurs, mais c'est une voie qui est finalement assez peu entendue dans le débat public, même si elle monte depuis quelques années. Et donc, la réflexion qui a été posée, qui se pose, les deux axes de réflexion. C'est un, quel soutien à l'organisation collective, à l'émergence, à la construction de ces voies citoyennes d'habitants des campagnes riverains. Et deux, quels sont les dispositifs démocratiques de médiation, de pétition, comme on a vu en Allemagne, qui peuvent faciliter finalement une démocratie agricole, c'est-à-dire un changement de paradigme où c'est plus seulement le propriétaire du champ et celui qui le travaille qui décide, mais toute la communauté impactée. La fédération donc des Rivres Ensemble, qui est en cours de construction, rassemble des collectifs locaux d'habitants des campagnes qui sont organisés sur ces questions-là, donc dans le Tarn, au sud de Gap, à Lavore, au nord de Toulouse, dans l'ouest, voilà, du côté de La Rochelle, et un collectif déjà plus large, le collectif des victimes de pesticides de l'Ouest. On a le plaisir de vous avoir avec nous, là, Patrick et Monique, qui est à la fois, en gros, riverain directement impacté par ces questions et à la fois militant, voilà, aguerri sur ces enjeux. Bonjour à tous. Donc, on va se présenter. Donc, moi, c'est Patrick Savatier. Donc, on habite effectivement, comme tu le disais, Adrien, on est riverain. On a un champ à 4 mètres de notre fenêtre de cuisine. Donc, il y a des pesticides qui ont été épandus encore hier. Donc, c'est très récent, hier en fin d'après-midi. Il s'avère que maintenant, depuis presque 3 ans, on a réussi à ce que l'agriculteur nous appelle. Donc, c'est ce qu'il fait depuis 3 ans. Il nous appelle avant de dépendre. Voilà. Bon, c'est une première étape, dirons-nous, après 18 mois de négociation. Ensuite, on a un verger, un très grand verger, je dirais industriel, qui épand aussi des pesticides à 200-300 mètres de notre maison. Et on a à 20 mètres de l'autre côté de la route un autre champ aussi avec des pesticides. Voilà, donc on est très bien entouré. Donc nous, on est au collectif depuis 2021 à peu près,
suite à une intoxication qu'on a eue dans notre maison. Et puis maintenant, eh bien, on milite activement. Et notamment, on aide des agriculteurs qui sont malades et d'autres professions exposées pour les faire reconnaître en maladie professionnelle. Donc, alors, le collectif, c'est quoi? C'est initialement en Bretagne, c'est né en Bretagne en 2015 et maintenant c'est étendu en Pays de la Loire. Et en 2025, donc, on est bientôt 600 adhérents et on a notre trajet bientôt samedi prochain. Voilà, Demain. demain. Tu peux passer à l'autre slide, s'il te plaît? Pardon. Alors voilà, le collectif, c'est d'abord le soutien et l'accompagnement aux malades, hein, c'est ce que disait Patrick tout de suite. Donc le premier travail du collectif, c'est de recevoir des demandes de personnes salariées ou exploitants qui ont une maladie professionnelle due aux pesticides, puisqu'elle a été reconnue par la médecine et la MSA. Et notre travail, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent obtenir une rente donc, par rapport à cette reconnaissance. Donc la rente, c'est ils perçoivent en fait ils perçoivent donc de l'argent tous les mois parce qu'ils sont malades. Donc après, il y a des tas de démarches qui sont faites, mais bon, on y reviendra peut-être après. Et on a un deuxième pôle de soutien, c'est le soutien aux riverains. Parce que quand on est riverain, ben, on est tout seul. Chaque situation de riverain est individuelle, même s'il y a des collectifs qui se créent un peu partout, chaque situation est individuelle. Donc c'est vrai que de pouvoir être soutenu par un collectif, c'est important. Ensuite, on essaie de sensibiliser donc sur les dangers des pesticides. Et pour ça, on déploie tout un tas d'outils à notre disposition. Donc, on fait par exemple des ciné-débats un peu partout, où à chaque fois, alors pour chaque période de sensibilisation, enfin chaque moment de sensibilisation, on essaie d'avoir toujours le témoignage de malades, parce que de dire les choses, d'expliquer, c'est bien, mais quand les malades témoignent, bah, tout de suite, c'est parlant. Donc, on fait des ciné-débats, des manifestations, des débats publics aussi. On médiatise tout ce qu'on fait, hein, parce que régulièrement, on va au tribunal pour obtenir bah, des reconnaissances en maladie professionnelle ou alors des indemnités un peu plus importantes. Donc, à chaque fois, on fait venir la presse. On va rencontrer aussi, par exemple, les députés à l'Assemblée nationale. On est invité sur par certains députés et aussi à la Commission européenne. Donc, au Parlement européen, pardon. Et donc, on organise aussi des conférences avec des scientifiques, avec des responsables d'ONG. Et puis aussi, on est partenaire de l'action des mutuelles qui se font actuellement, puisque de plus en plus, il y a des mutuelles qui s'intéressent sur bah, les maladies liées aux pesticides. Donc pour ça, on fait des actions juridiques, hein, donc pour les riverains sur les distances d'épandage, puisque il y a des distances qui sont autorisées et normalement, ils n'ont pas le droit de d'épandre en limite des propriétés. Il y a aussi des chartes qui ont été faites par les chambres d'agriculture sans sans avoir concerté les riverains ou enfin, les personnes qui habitent en campagne, qui sont appelées des chartes de bon voisinage. Et puis aussi, on a par exemple des plateformes comme Phytoréponse en Bretagne ou Phytosignal en Pays de la Loire, qu'on peut signaler donc euh, on peut signaler des épandages bah, qui nous paraissent illicites. Donc, on agit aussi sur la qualité de l'eau. On participe le plus possible aux clés, donc au comité local de l'eau en Bretagne et puis aussi en Pays de la Loire. Et puis, on organise des manifestations. Il y en a eu une le 25 janvier dernier à Redon qui a rassemblé entre 1500 et 2000 personnes. Alors, il manque un petit... voilà, il est là. Et donc, on met aussi en place des groupes de travail. Donc, il y a un groupe de travail riverain. Et puis, il y a aussi un groupe de travail qui est important, c'est
le groupe de travail sur les coûts cachés, parce que tout à l'heure, il a été question du bio. C'est vrai que bon, il y a des questions autour du bio qui dit que peut-être le bio, ça peut coûter cher, ça peut. Sauf que par rapport à l'agriculture conventionnelle, on ne prend pas en compte bah, la dépollution de l'eau, par exemple, puisqu'on a parlé de l'eau, et puis tout un tas d'autres coûts qui sont cachés. Tu peux passer à la suivante si tu veux. Ah oui, j'ai pas. Ah oui, pardon, j'en ai oublié un. On intervient aussi donc auprès du FIVP, donc c'est le fonds d'indemnisation aux victimes des pesticides. Donc alors surtout pour la reconnaissance de nouvelles maladies professionnelles, puisque nous on va en justice pour des enfin des maladies qui ne sont pas reconnues et qui ensuite bah, vont être reconnues. Par exemple, en 2025 va être reconnue la tumeur du cerveau qui s'appelle le glioblastome. Donc ça, c'est une avancée. Et puis aussi, on rencontre régulièrement la MSA et on échange sur les préventions, les maladies, enfin voilà, tout un tas de thèmes. Vas-y. Alors, durant l'AG qui va avoir lieu samedi prochain, 22 mars, bon, il y a l'AG traditionnel le matin et l'après-midi, on organise une table ronde et on appelait ça pesticides, sortir du grand écart. Alors, le grand écart, c'est l'écart entre les revendications des citoyens pour se protéger des pesticides et puis la politique du gouvernement eh bien, qui régresse, enfin, qui mène des actions qui font régresser tout ce qu'on avait mis en place pour protéger le citoyen. Alors, en, en dépit des avertissements de la communauté scientifique, donc les signes de régression se multiplient. Alors, que faire? Donc, on invite Jean-Marc Bonmatin, donc c'est un scientifique qui notamment a travaillé sur les nicotines. Nicotine. Oui, voilà. Et puis ensuite, excusez-moi, il y a l'antivirus qui m'embête là. Tac, voilà, paf. Ensuite, on invite aussi François Laforgue. Donc, François Laforgue, il appartient au cabinet d'avocats qui nous assiste, hein, qui assiste le collectif dans ses démarches, notamment ce qu'a dit Monique par rapport au tribunal. Et puis, on invite aussi Nadine Lauvergeat, qui est responsable de Génération Future. Donc ces trois personnes-là vont parler sur le thème des pesticides sortir du grand écart. Donc, des exemples de situations de riverains qui sont malades des pesticides et de plus en plus, enfin, puisqu'on en parle de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des voisins de champs, enfin des riverains, qui ont les mêmes maladies que les agriculteurs. Donc, par exemple, il y a Marité. Marité, elle habite depuis plus de 40 ans au milieu de champs qui sont devenus des champs de mâches. Donc, les champs de mâches traitent énormément. Et en fait, elle a un myélome multiple, donc c'est une maladie qu'ont un certain nombre d'agriculteurs. Marie-Jeanne, qui est aussi dans le 44, elle est voisine de vigne. Et elle, alors, elle a une myélodysplasie, oui, c'est une maladie du sang donc qui est aussi contractée par des agriculteurs. Donc ensuite, on a Yasmina. Yasmina, elle est en Ille-et-Vilaine. Et elle se rend compte que bah, autour d'elle, elle a des voisins, elle a aussi des parents, des personnes de sa famille qui ont des cancers. Et entre autres, il y a plusieurs, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tumeurs du cerveau, des glioblastomes, et sa maman en est décédée. Donc on a aussi on a aussi Régine. Régine, elle habite dans le 35, donc en Ille-et-Vilaine. Et elle est inquiète parce qu'elle voit dans son entourage, donc dans son village, à Monterfil, des gens qui décèdent, des personnes qui sont des agriculteurs, donc qui ont des maladies qui sont reconnues ou pas, euh, et, euh, et, et qui ont et des riverains aussi qui ont les mêmes maladies que les agriculteurs. Et donc, on a aussi l'exemple de Philippe. Philippe, lui, il habite en Pays de la Loire, il est voisin de champ, et en fait, il a son fils qui a une leucémie et sa femme qui a, je, euh,
comme Raoul. Euh, euh, Maladie de voilà, Parkinson. merci, la maladie de Parkinson. Alors, il faut savoir que ce qui est quand même édifiant dans l'histoire de Philippe, c'est que le champ qui juxte sa maison et son jardin, c'est un champ qui lui appartient et il le loue à un agriculteur qui ne veut pas faire de bio et régulièrement, ou en tout cas épandre plus loin de sa maison. Il épand avec des rampes qui dépassent sur son jardin. Enfin bon, voilà, parfois eh ben, le linge est carrément pulvérisé de pesticides. Donc voilà, c'est compliqué quand on est riverain, comme je vous le disais, parce que comme vous le voyez là, chaque situation est individuelle. On est sur des situations où malheureusement les personnes sont malades, mais quand on est conscient en fait de situations, et ben, c'est vrai que euh, non, Philippe ne peut pas récupérer son terrain. C'est très compliqué quand C'est c'est très dans l'agriculture. compliqué, Oui, oui. bonne question. Quand on loue son terrain agricole à un fermier, il y a un bail très très long, Mm, ça s'appelle le fermage, et pour se retirer, c'est très compliqué. Bah, disons que ça a été fait pour permettre à l'agriculteur de pouvoir cultiver sur un temps long, ce qui est d'une certaine raison une bonne chose. Maintenant, quand il y a des situations comme ça, on aimerait bien justement récupérer son terrain, quoi. Mais mm, c'est mm, très très compliqué. mm. Alors, je crois que c'est la dernière slide. Voilà, c'est ça. Ah oui, dernière slide. Donc, ouais, c'est l'histoire donc de Chloé, hein, une enfant qui est âgée de 11 ans. Donc, Chloé, pareil, a été exposée aux pesticides, hein, elle est riveraine, et elle est atteinte d'une leucémie. Et donc, ses parents avaient lancé une pétition, hein, pour que le champ de leurs voisins ne soit plus traité avec des produits. Donc, il y a un accord qui a été trouvé entre l'agriculteur, la mairie, la SAFER. La SAFER, c'est celle qui gère les terres agricoles. Et puis, avec notre appui, hein, l'appui du collectif. Donc, il y a eu un échange de parcelles avec un agriculteur bio. Donc, ça a été une bonne solution après cette médiation. Malheureusement pour Chloé, sa maladie a recommencé. Il y a eu une rechute en février. Et donc, bah, Chloé a 15 ans. Voilà, c'est une situation vraiment compliquée. Alors, ce que je voulais, ça doit être la dernière slide, hein. Oui. Ce que je voulais ajouter par rapport aux riverains, bon, autant les agriculteurs, il y a des lois, il y a des procédures qui, je dirais, entre يا guillemets, ماك. pardon, Non, vas-y, ah, continue. Ah, qui les protègent, hein. Il y a des tableaux par rapport aux maladies, etc. Et il y a une reconnaissance de leur maladie, etc. Même si le process est compliqué. Bon. Pour les riverains, il n'y a rien. Bon, on parle de la charte de bon voisinage, mais c'est une charte qui a été faite entre agriculteurs et surtout FNSEA, Chambre d'agriculture et ministère de l'Agriculture. Mais en aucun cas, comme disait Monique, on a participé à ces chartes. Et nous, il y a quelques années, notre agriculteur est venu chez nous pour nous proposer cette charte-là. Et en fin de compte, en lisant dans les détails, ce qu'il voulait, c'est supprimer les distances de sécurité, qui sont très faibles, hein, je vous rassure. Pour nous, c'est 5 mètres. Et quand ils utilisent des bus anti-dérive, c'est 3 mètres, ce qui est son cas. Donc lui, il dit, moi, je laisse qu'une distance de sécurité de 3 mètres. Mais il faut savoir que 3 mètres, la dérive est là, hein, et ça vient quand même chez nous. Et donc, ce qui n'est pas normal non plus, c'est qu'à chaque fois qu'on lui demande quel produit vous mettez, il dit, je ne suis pas obligé, donc je ne vous le dis pas. Donc, le problème qu'on a, enfin, une de nos revendications, ça serait d'avoir la transparence des produits qui sont épandus pour qu'on sache ce qui est mis chez nous, quoi. C'est un peu légitime. Et puis, Oui, parce qu'il faut savoir que tout à l'heure, on vous a parlé de Phytoréponse et de Phytosignal, qui sont deux plateformes. Quand on a un problème quand on a un problème d'épandage et qu'on est intoxiqué, on appelle ces plateformes-là. Et ensuite, on nous rappelle, c'est un médecin qui nous rappelle, qui nous pose tout un tas de questions. Et nous, quand ce médecin nous a appelés, eh ben, il nous a dit qu'il fallait qu'on se protège. Donc, pour se protéger, bah,
Une fois que ça a été pendu, bah, faut tout nettoyer dehors. Donc, faut nettoyer la table de jardin, il faut nettoyer les jeux pour les enfants ou les petits-enfants. Bon, nous, on leur dit qu'on peut pas tout nettoyer parce que l'herbe qui est par terre, bah, on va pas la nettoyer. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on se sent, on veut pas de ces pesticides chez nous, mais on les a quand même. Mais voilà, c'est alors que nous, quand on est arrivé quand même, on n'avait pas de champs cultivés autour de chez nous, c'était que des prairies, des hangars, des arbres. Donc voilà, ça a changé depuis. Donc c'est pour ça En qu'on est un 40 peu. ans, oui, ça fait 40 ans qu'on est là. Mm. Donc c'est pour ça qu'il est important, bien qu'on établisse un réseau entre tous les groupes riverains, hein, au moins sur la France, voire plus au niveau européen. Voilà, avec le cas de l'Allemagne, là, si on Intéressant. pouvait tisser des liens aussi, parce que comme on n'est pas du tout protégé, il n'y a aucune loi qui nous protège, eh bien, il faut effectivement agir à la base, hein, c'est ce qu'on disait à Adrien hier, agir à partir de la base avec des interpellations, etc. Mais il faut vraiment se mobiliser pour essayer de faire pencher la balance de notre côté, quoi. Alors, Merci. notre objectif, hein, c'est pas d'attaquer les Ouais. agriculteurs, c'est vraiment d'attaquer l'utilisation des produits, ce qui n'est pas la même chose, enfin, d'attaquer, entre guillemets, entre autres, ceux qui produisent ces produits, hein. Nous, on n'est pas à dénoncer les agriculteurs, mais à dénoncer ce qu'ils utilisent et qui est dangereux pour nous, parce que nous, on est riverains d'un champ. Mais on est tous plus ou moins riverains parce que on boit de l'eau et aujourd'hui on sait que l'eau est polluée. On mange et on sait aussi que les aliments sont aussi contiennent des produits, entre autres des pesticides, mais aussi d'autres produits. Donc voilà, c'est vrai que même si on n'est pas riverain, on est quand même concerné. Voilà. Yes. Merci Patrick et merci Monique. C'est bien en gros le sujet là, d'arriver à comprendre, de dire, tiens, comment Patrick disait à la fin, voilà, faire entendre ces voix-là par en bas. Il existe en gros il existe une situation difficile et euh, des conflits ou en tout cas des tensions entre agriculteurs riverains sur ces questions de voisinage. La question, c'est comment ces conflits peuvent être traités avec des outils démocratiques, quels outils démocratiques peuvent leur permettre d'agir et comment, en tant qu'autorité publique, par l'appui aux voix collectives des riverains ou par les systèmes de médiation, donc vous l'avez cité rapidement, pour y revenir sur la mairie de Saint-Nolf, euh, au sein de l'Institut Linsky, notre conviction, c'est d'utiliser les outils issus de la démocratie d'interpellation, les droits d'interpellation, avec ce que ça implique comme médiation, comme négociation collective ou comme appui à l'expertise citoyenne, comme des outils démocratiques d'accompagnement de la transformation agroécologiste. Euh, je vais donc d'abord, peut-être avant, est-ce qu'il y a des questions, donc c'est chaud, par rapport à ce que nous a raconté Patrick et Monique, ou l'expérience de Christophe en Allemagne, si certains ont des questions qui leur brûlent les lèvres, vous êtes invités à les poser dans le chat ou directement ici. Donc, merci Nathalie sur le rôle des collectivités, donc peut-être sur les fonctions, sur la fonction générale et sur l'appui, je vais y revenir peut-être dans la deuxième partie de la présentation. Voilà, bon, vous avez sur ce qui vient d'être dit, vous pourrez revenir aussi. Avant peut-être d'aller sur la précision des outils qu'on a envie, je reviendrai en gros de tester et d'encourager. euh, un petit partage tour d'horizon de voir qui est ici et qui est intéressé à travailler sur ces questions. Normalement, vous devez pouvoir cliquer sur le ou clap pour avoir là, ça nous permettra d'avoir la vision sur les gens, les personnes d'entre vous qui travaillent pour des collectivités ou des associations ou pour les services de l'État et de quelle origine géographique vous êtes. C'est vrai que vous pouvez vous connecter et remplir le lien.
Est-ce que c'est... Voilà, si certains ont des difficultés, vous pouvez me le dire. Je note pendant ce temps les questions que vous avez posées. Alors, normalement, normalement, c'est pas censé demander de mot de passe, hein, je crois. Simplement, vous arrivez sur un lien et vous avez juste la question qui doit permettre de voir les un petit peu d'où on vient chacun. Quand vous avez répondu, vous pouvez voir les lieux d'origine des autres. Pendant que ça répond, et je vois que plusieurs personnes qui répondent sont originaires de villes, c'est aussi une des questions, c'est aussi un peu un point de départ de la réflexion qui est avec le clivage urbain-rural dans la région. Dans la région lyonnaise, par exemple, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont originaires d'ici. Une des questions, ça a été de dire comment articuler les demandes, les enjeux des habitants urbains. Monique en parlait sur notamment les usagers de l'eau, sur la qualité de l'eau qui est impactée par les pesticides, parce que les zones de captage au nord-est de la ville sont intoxiquées par les pesticides, et l'intérêt des zones d'habitat rural. D'où l'enjeu, et là j'y reviendrai un peu avec le... Alors, bon, je sens que ça va être la loose ces histoires. Si. D'où l'enjeu d'articuler deux outils, et j'y reviendrai vite. L'approche issue du community organizing, ou l'appui à l'organisation des communautés d'habitants, qui est de reconnaître une activité particulière, qui est l'activité de rencontre, d'agrégation des intérêts collectifs. Ici, ceux qui ont bien été décrits par Patrick et Monique. Et donc, un des enjeux marquants, ça va être de dire, tiens, comment, et c'était une des questions là sur le rôle des collectivités locales, mais dans le rôle des collectivités locales, il y aura un rôle direct et un rôle en lien avec les sessions. Comment le travail et l'activité spécifique d'agrégation des intérêts collectifs, d'organisation de collectifs de riverains peut être encouragé, appuyé par les collectivités pour faire émerger ces voix, par exemple des pétitions comme à Saint-Nolf, ou par le biais de construction de collectifs. Et dans un deuxième temps, les leviers qui vont plutôt relever de la médiation et des négociations collectives. Euh, le, je crois que je vais... Sinon, peut-être que tu peux partager ton écran pour montrer les origines Ah oui, de tout le monde. ouais. Hop. Là, vous le voyez pas, les origines, vous le... Comment ça? Normalement, je crois que normalement, quand on a répondu à la question, euh, c'était censé le faire. Mais hop, je vous partage. Hop. Alors, on a effectivement plusieurs personnes. Euh, un peu Rhône-Alpes, Chambéry, Lyon, région parisienne, Pau, Aix-les-Bains. Un des, une des questions peut-être pour savoir et pour compléter par rapport à ce qu'a dit Patrick et Monique, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont habitants de communes rurales et qui sont directement concernés par la question, soit en tant qu'habitants riverains de l'agriculture, soit en tant qu'agriculteurs? Et
comme c'est peut-être la minorité, si certains d'entre vous... euh, ok, Lorenzo, en tant que riverain ou en tant qu'agriculteur? En tant que résident. Évident. Moi, Et je te réponds dans le chat parce que j'arrive pas à accéder à WooClap, hein. ok, bon, bah, non. Euh, ok, donc, et après, la deuxième voilà, question que je me posais par rapport peut-être plus, je dis encore, les clés normalement que vous devez voir pour arriver à visualiser, c'est qui d'entre vous était plutôt employé d'une collectivité pour qu'on puisse, là, sur la deuxième partie, rentrer là-dessus. C'était la première question que vous posait Nathalie sur les outils à disposition des collectivités et ou alors associatifs, puisque là, je vais y revenir moi dans la deuxième partie pour avancer vers ce qu'on appelle la démocratie agricole. La clé, c'est selon, en tout cas, une clé possible qu'on propose d'expérimenter, c'est l'articulation entre un travail plutôt associatif de l'ordre de community organizing ou en tout cas d'organisation des communautés d'habitants riverains pour encourager, appuyer des dynamiques de type pétition, et ensuite un rôle de type collectivité pour, euh, pour animer des formes de médiation à travers des outils de la démocratie d'interpellation. Et donc, pendant que on a ça, je vais vous partager pour compléter la discussion sur la deuxième partie du travail pour tenter aussi de commencer à répondre à ce qui était posé, à la fois les liens avec des questions sur le lien avec les ARS ou le lien avec d'autres initiatives. Je vous partage à nouveau mon écran. Hop. Donc vous devez normalement le voir. Donc les demandes, Patrick et Monique, vous nous l'avez déjà assez bien présenté. Une des questions, c'est comment. Donc là, l'angle qui est proposé, c'est de penser un acteur particulier, Patrick Monique, mais comme c'est votre cas aussi, Lorenzo, de faire une voix collective d'habitants des campagnes riverains des Pessides, ou en tout cas impactés, et avec comme un des leviers pour avancer vers la démocratie agricole. Une des premières demandes, et vous l'avez cité, c'est la transparence, connaître les pesticides qui sont utilisés autour des maisons. Il y a beaucoup d'enjeux liés aux sources d'eau qui ont été aussi citées. Et ensuite, des questions un peu plus spécifiques sur la conversion des parcelles en bio, les distances entre les zones d'épandage ou les horaires qui ont été posés. Une démarche qu'on a tenté d'accompagner et d'encourager dans un certain nombre de territoires, ça a été dans le cadre de collectivités, de communes, historiquement plutôt dans la région de Toulouse et de l'Avor. Ensuite, dans la Durance, au sud de Gap. Et là, plus récemment, les discussions sont là pour tester des choses dans le Roussillon, au sud de Vienne, dans l'est de l'Isère et éventuellement dans l'est lyonnais. Ça a été à l'initiative, en gros, d'appel à projet, en tout cas d'encouragement par les collectivités locales, de dynamique associative, d'organisation des communautés d'habitants. Le travail concret, donc là, on voit faire par une personne qui s'appelle Léa Gallois, qui a mené ça du côté de Toulouse. Bordeaux, ça a été un travail un peu d'organisation collective qui est passé par la rencontre de une ou deux personnes qui s'étaient fait connaître comme étant moteur sur le sujet, mais qui étaient assez isolées. Et donc, la fonction d'organisatrice, community organizer, en tout cas organisatrice qui a rempli Léa, c'est passé par plusieurs sessions de porte-à-porte dans la région à partir des cartes pour identifier les maisons qui étaient le plus identifiées. Le porte-à-porte, ensuite, passe par une petite grille assez simple de questions qui est ah bonjour, il y a
il y a quelques voisins, quelques habitants du village qui sont assez inquiets par rapport aux conséquences sur la santé des pesticides ou pour l'eau, pour les éléments. Vous, est-ce qu'il y a des choses qui vous préoccupent par rapport à ça? Donc, question ouverte, qu'est-ce qui peut vous préoccuper pour arriver à recueillir des situations? Le point de départ à noter, c'est soit voilà, des questionnements et des fois on dit le, c'est, on organise sur la peur, l'inquiétude qu'il peut y avoir sur la santé et de dire qu'il y a dans cette peur latente sur la dégradation des conditions de l'environnement finalement une force, une énergie positive qui peut être transformée en action collective. Donc, Ça, ah, Théo, Oui. Pardon. tiens, si tu donneras. Je n'ai plus de. Ok. Non, bon, pardon, je continue. Donc voilà, travail de containering qui passe par ce travail de porte-à-porte, la concussion d'assemblées d'habitants riverains, dans lequel on va décider collectivement quelles sont les priorités. La priorité, c'est la transparence sur les produits, ou la priorité, c'est la question de l'eau. Souvent, des demandes pour avoir de l'enquête, de la recherche de moyens pour avoir de l'enquête, de pouvoir tester, par exemple, les cheveux des enfants sur connaître le nombre de pesticides présents ou l'eau à disposition. Et donc passer ces différentes étapes de l'organisation collective, l'expression des demandes, des formes d'action collective pour aller vers des négociations. Donc là, l'assemblée qui était marquée, c'était à Lavore, notamment autour de vergers de pommiers où ça a été amené jusqu'à discuter, négocier avec le préfet et avec les maires des communes locales sur la définition des zones tampons ou sur l'encadrement de l'épandage en période de vent. Le, donc, bon, peut-être là, je suis déjà allé sur la méthode. L'élément marquant là-dessus, en tout cas la proposition, c'est que c'est une activité. C'est un travail, en gros, l'agrégation des intérêts collectifs pour faire émerger des voix. C'est un travail qui est insuffisamment parfois reconnu au sein des professionnels de la démocratie participative. On va proposer des instances où on va même organiser voilà, des assemblées citoyennes ou des instances. Et là, en gros, la position sur l'activité à mieux reconnaître et à encourager, c'est celle qui implique de l'aller vers le porte-à-porte et ensuite ce travail voilà, qu'on appelle un peu d'agrégation des paroles avec la mise en place de ce comité d'organisation. Généralement, quand on tape aux portes, au bout des premières semaines, les 4 5 personnes qui ont l'air les plus motivées on propose de faire partie un peu d'un comité de pilotage de la dynamique qui se réunit en deuxième ou troisième semaine et qui se dit, tiens, objectif, c'est dans 2 ou 3 mois de faire une assemblée avec le plus de riverains possible. Et ensuite, c'est des bénévoles qui vont appuyer, qui vont accompagner les personnes sur le porte-à-porte, qui vont faire les sorties d'école, ou qui vont voilà, diffuser dans le village de l'information sur le lancement d'une initiative d'un collectif d'habitants pour des campagnes vivantes, et qu'ils donnent rendez-vous pour une assemblée dans laquelle on va tenter à la fois de définir une identité collective et puis nos demandes. L'outil pour construire une parole collective assez simple qui est encouragé, c'est la pétition, tout simplement. Donc dans la Durance, c'était une pétition pour la transparence des produits utilisés pour arriver à faire dans les pommiers et qui était un enjeu préalable parce qu'il y avait des enjeux de sources polluées et du flou sur qu'est-ce qui avait pu provoquer ça. Ce que vous nous avez raconté, Patrick et Monique, à Saint-Nolff, à la suite du drame et de la maladie de Chloé, ça a été une pétition, il me semble, qui demandait notamment la conversion en agriculture biologique de zones proches des habitations, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, tout Ouais. à fait. Et pour le préciser, donc il y avait eu cette pétition lancée par la famille et ensuite signée, je pense, par d'autres habitants du village, qui a donné lieu à une médiation avec le maire. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, ben, la mairie a été, enfin, oui, la mairie a été
comment a été très partie prenante et en effet a servi de médiateur entre la population, l'agriculteur et puis aussi la SAFER, parce que c'est pas simple enfin, comme c'est la SAFER qui gère les terres agricoles, bah, il fallait expliquer la situation et c'est vrai que euh, avec, je dirais, le collectif de soutien aux victimes des pesticides qui était là pour appuyer et pour aider aussi à la réflexion, ça a permis, enfin, c'est vraiment la mairie qui a été la charnière pour pouvoir obtenir cette avancée-là, oui. C'est important, hein, les décisions enfin, alors pas les décisions, mais peut-être déjà au moins l'accompagnement et puis bah, le rôle qui peut être un rôle de médiateur des communes, oui. Enfin, je voudrais ajouter, faut vraiment saluer le rôle des maires parce que c'est pas Pas facile pour facile. eux. Pour notre expérience, nous, on a demandé à un médiateur, etc. On a été voir le maire en réunion et un médiateur de justice. Et c'est vrai que le maire, il est entre le marteau et l'enclume, quoi. Parce que quand c'est le cas chez nous, on a pas mal d'agriculteurs conventionnels. Et c'est vrai que si le maire commence un peu à prendre des positions enfin, pas contre eux, mais qui leur conviennent pas, il peut se retrouver avec plein d'agriculteurs, des tracteurs devant la mairie, quoi. Donc, Pas faut facile. saluer, c'est pas facile quand les maires s'investissent, là, et vraiment, Mais chapeau, quoi. c'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique des enfants, il n'y a pas euh, il n'y a pas que la situation de Chloé, malheureusement. J'ai vu que dans le chat, quelqu'un a parlé aussi de ce qui s'est passé à Sainte-Pazanne dans le 49, où ils ont fait une évaluation des produits qui étaient dans l'air. Bon, voilà, il y a aussi euh, il y a beaucoup d'endroits où la population se pose des questions et il y a aussi malheureusement de plus en plus d'enfants malades. Alors, pas uniquement à cause des pesticides, mais les pesticides en font partie, en tout cas dans le secteur rural. Et c'est aussi, on a parlé de l'eau tout à l'heure pour mobiliser les populations. Les maladies des enfants peuvent aussi permettre de mobiliser les populations. Yes, finalement, dans ce que vous décrivez, Patrick, tu cites quand tu dis que les maires peuvent avoir peur de ça, une réalité, je le citais au tout début, qui est le pouvoir, l'existence d'un pouvoir des agriculteurs. En gros, je l'ai pas insisté là-dessus, mais quand on parle de démocratie agricole, c'est effectivement, en gros, essayer de mettre les pieds dans le plat et de contester aujourd'hui la toute-puissance des agriculteurs et d'un certain type d'agriculture sur là-dessus. Et donc, finalement, il y a deux dimensions dans la démocratie agricole. Il y a une partie qui est il y a une partie qui est l'analyse en termes un peu bruts de qui a le pouvoir là-dedans. Et donc, quand on parle de personnes qui peuvent arriver avec les tracteurs et faire peur aux maires, il y a ce pouvoir social réel. Et donc là, une possibilité, en tout cas une réponse pas procédurale, mais un peu réelle, c'est se dire bah, quel pouvoir social peut être encouragé, accompagné et faire émerger. C'est le pouvoir des riverains qui vont faire, effectivement, pas venir avec tracteur, mais des pétitions, des manifestations, mettre en avant des situations graves et notamment qui vont avoir une légitimité symbolique, notamment par des cas les plus graves, malheureusement, comme ceux de Chloé. Et ensuite, un pouvoir un peu plus un peu procédural avec les outils de la démocratie d'interpellation notamment. Par rapport à une question qui était posée, que peuvent faire les collectivités? Donc dans la nuance, ça a été déjà juste des appels à projets pour reconnaître et encourager cette activité spécifique que j'ai décrit tout à l'heure pour Toulouse, qui est l'organisation des communautés d'habitants, là, community organizing. Donc, il y a des associations qui savent faire ça, qui peuvent le faire. Et en fait, c'est un peu long et douloureux, mais le fait que cette activité soit encouragée, reconnue dans les campagnes, on pense que c'est un peu l'équivalent de... Il existe tout plein d'appels à projets de ce type-là dans les quartiers populaires, par exemple, pour faire entendre la voix des jeunes
ou la voix des personnes victimes de discrimination, ou voilà, dans les HLM, sur faire entendre la voix des locataires. Donc il existe dans la ville, et notamment dans les quartiers populaires, ce type d'appel, et on pense dans les campagnes que ça existe finalement assez peu, ou en tout cas insuffisamment, et que c'est un vrai levier pour construire cette parole collective d'habitants des campagnes. Deuxième volet, c'est soit de manière ad hoc, soit de manière procédurale, ce qu'on appelle le droit d'interpellation ou la démocratie d'interpellation. Voilà, moi, je suis de Lyon, mais j'ai longtemps habité à Grenoble, et le dispositif droit d'interpellation qui a été mis en place, c'est des systèmes de pétition à palier. En gros, quand il y a 50 signataires qui signent une pétition, ça organise une médiation. Quand il y en a ensuite 500, ça donne la possibilité d'accéder à des moyens pour une expertise. Donc parce que ça a un peu un coût voilà, de tester l'eau ou de repérer les pesticides. Euh, et, et ensuite, les seuils les plus élevés vont vers des votations. Donc là, on retombe sur l'exemple de l'Allemagne que vous avez cité un peu plus haut. Notre conviction, c'est que dans les communes rurales, de saisir là encore de dispositifs de type droit d'interpellation qui existent, qui ont été mis en place par des communes des métropoles, ou alors d'étendre. Par exemple, en Gironde, il existe un droit d'interpellation mis en place par le conseil départemental avec système de pétition. Euh, et, euh, voilà, il est limité par le champ de compétences de chaque collectivité, mais il pourrait être saisi et il pourrait se donner une vocation généraliste pour pouvoir permettre, là encore, d'encourager les acteurs à faire remonter ce type de voix. Et ensuite, via ce droit ou l'autre, du soutien à l'expertise, puisque la première demande et le premier enjeu, il est souvent sur le premier niveau de la démocratie, c'est la transparence et l'information. Transparence sur les produits utilisés qui devrait être une évidence et qui pourtant est nulle part. C'est un combat très très dur qui est mené et qui est rarement et difficilement gagné. Euh, le, voilà, l'heure tourne un peu trop vite. Pour visualiser, ah, je regarde je vous propose là rapidement, à partir de ce qui a été présenté, et notamment cette dernière slide sur les éléments, les deux axes finalement proposés, c'est l'activité associative d'organisation des communautés d'habitants et l'activité de collectivité pour soit soutenir ça, soit organiser via des médiations citoyennes ce droit d'interpellation. Donc je vous propose de prendre euh, la 10 minutes pour identifier à partir de là où vous êtes, quel levier parmi ceux qui ont été cités ou parmi ceux que vous imaginez possibles, réalisables pour avancer sur cette orientation qu'on propose. Euh, donc, normalement, vous allez recevoir une invitation à rejoindre une salle. Je rappelle les consignes, vous les réécrirez. C'est en gros, à partir de la situation dans là où vous êtes, quels leviers peuvent être utilisés pour encourager la construction des voies d'habitants des campagnes ou organiser ces espaces de médiation et de négociation collective, comme il y a eu lieu en Allemagne ou dans la commune de Saint-Nolf.
Tu peux rejoindre une salle, toi? Je vais aller voir, voilà. Je suis en train de regarder les groupes là. J'ai redispatché des gens parce qu'il y avait des groupes qui étaient des gens qui étaient isolés. Bah, quoi? Normalement, on est. Ah non, il y a les côtes, on n'est pas envoyé automatiquement dans les salles. Non. Je regarde juste. Ah oui, Patrick et Monique sont tout seuls. Donc, bon, c'est un peu carnage, je crois. Euh, c'est- Tu veux que je rejoigne une salle en particulier? je sais pas comment. En fait, j'arrive. Je Non, peux mais moi, je peux y accéder. aller. Ah oui. Euh, Et je suis pas sûre que les consignes étaient très claires, du coup. Je reviens vers vous parce qu'il y avait personne et ah, personne est parti. Donc voilà. ah oui. Ravi Ok. d'être en même temps avec toi parce que je sais pas si effectivement si tu insistes, je peux rejoindre une autre salle, hein, volontiers. Mais sinon, j'aurais pas mal de choses à te partager éventuellement, hein. Mais peut-être pas à cette occasion ou plus tard. En tout cas, Ouais. je t'ai envoyé une Et, invitation sur LinkedIn et puis on pourra voir ça plus et- tard. yes, carrément. Et après, en gros, par rapport à la question qui a été soulevée, et comme toi, tu étais directement concerné, est-ce qu'il y a des voix collectives d'habitants riverains comme toi? Donc, en Savoie, c'est ça? Oui, je suis en Savoie, mais très Voilà. proche de Genève. Donc le contexte est rural, mais en même temps très, très coloré par le fait qu'il y a la proximité de Genève. Je veux dire par là, il n'y a pas beaucoup d'investissement et d'engagement citoyen dans le coin, quoi. Parce que Ah oui. beaucoup Parce que c'est un peu dortoir, c'est ça? pardon? C'est un peu ville dortoir, un peu campagne Je dortoir. dirais pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Enfin, du côté d'Annemasse, peut-être, du côté de Saint-Julien où je suis, non, c'est parce que simplement les personnes sont là, elles sont friquées, quoi, tout simplement. Ils ont Ouais. l'avantage d'être proches de Genève, hein. Donc, Ouais. les questions de citoyenneté, démocratie, d'écologie, c'est pas leur premier souci. Ouais. Ok. Et par rapport à ça, en gros, le fait qu'il y ait quand même de l'agriculture qui utilise des pesticides dans la région et donc des enjeux peut-être de santé publique là-dessus, est-ce qu'il y a des voix qui expriment ça? Bah, là où ça peut être intéressant, c'est le fait qu'effectivement, en Suisse, ils sont beaucoup plus progressistes dans ce sens, beaucoup plus sensibilisés à ces questions-là. Et qu'il y Hmm. a une dimension autour de Genève qu'on appelle le Grand Genève, et puis enfin, et où la question de l'écologie peut effectivement, c'est plutôt du côté suisse que les choses pourraient être influencées plutôt que du côté français au niveau du monde agricole. Ah oui, donc s'appuyer sur des dynamiques positives qui ont eu lieu de l'autre côté de la frontière. C'est vrai que là, on a partagé des éléments intéressants du côté du Bade-Württemberg allemand, mais des initiatives citoyennes, je pense, de ce type-là en Suisse, c'est possible qu'il y en ait eu également, quoi. Tout à fait. Donc, ça serait plus enfin, régional, on peut dire ça comme ça, parce Ouais. que le Grand Genève, c'est quand même au total le canton et les communes alentours. C'est 1 million d'habitants quasiment, hein. Mais avec beaucoup de communes rurales, hein, autour de Genève et même dans le canton de Genève. Genève, c'est 250 000 personnes intramuros de la ville, et Hmm. le canton, c'est quasiment que du rural et c'est 500 000 au total, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et donc, donc, dans le canton et largement dans la région, est-ce que toi, tu as connaissance de ça, de ce que j'appelle moi le travail un peu voilà, militant associatif, d'agrégation, de construction d'une parole
nous, habitants des campagnes, nous demandons la réduction des pesticides. Est-ce qu'il y a des... Voilà, toi, en gros, tu arrives à identifier les acteurs de ça? J'avoue que je suis pas trop, enfin, dans ma façon de fonctionner et d'opérer, je disais que j'étais activiste parce que j'ai pas d'autres termes qui soient présents, euh, enfin, que je puisse utiliser en français. Mais c'est plus, je dirais, une dynamique, je suis plutôt dans une dynamique régionale, voire nationale. Donc, de façon très locale, je peux pas dire que je sois vraiment implanté, quoi. Par contre, Ouais. ce qui est partagé dans ces sessions, moi, me parle beaucoup, bien entendu. Ouais. Je ne savais pas que c'était très spécifique aujourd'hui la session autour des pesticides. Je n'avais pas réalisé que Ah oui. c'était en focus. Donc en même temps, j'en profite et en même temps, j'essaye d'élargir le débat. J'évoquais justement, je ne sais pas si tu l'as regardé dans le chat, le fait que là, je suis en relation, mais c'est pas le fait que je sois en relation. Il y a une dynamique très intéressante avec l'Association des maires ruraux de France. C'est stratégique d'une certaine façon, qui s'intéresse Ah, à la transition écologique, parce qu'en fait, ben, tu sais très bien que les gouvernements passés et actuels font tout pour éliminer cette couche, enfin, de, de, de ces, de ces maires, de ces collectivités rurales, et ils ont trouvé le moyen, ils ont essayé de faire comprendre que la transition écologique est vraiment une porte d'entrée extraordinaire pour se prendre, enfin, hmm. être présent, quoi. Et c'est là où je dis peut-être que ça mériterait de voir au niveau national, du coup, de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme initiative avec l'Association des maires ruraux de France. D'autant plus que la présidente, la vice-présidente, est très investie dans la transition écologique. Elle s'appelle Fanny Ah, Lacroix, j'ai mis les coordonnées. Voilà. ok. Bah, ça pourrait valoir le coup, effectivement, d'avoir un échange pour arriver à regarder dans quelle mesure ces leviers peuvent être utilisés. Tout Je à vais, fait. je vais devoir, alors je sais pas si les autres écoutent, mais allez juste voir dans les salles pour vérifier que Bien sûr, vas-y. ça passe. Si tu veux, je peux. Non, pas de souci, c'est bon, je suis Juste pas une minute et après, je vais remettre tout le monde dans le même groupe, mais je vérifie si, avant de vache. couper les conversations. À tout de suite. Après, si vous le souhaitez, Anna, Michael et Lyotet peut bavarder, hein, si vous êtes disponible, pourquoi pas, hein.
ou à Clermont-Ferrand, vous voyez. Et si jamais, voilà, pour celles et ceux qui sont revenus là, si vous voulez, et vous pouvez, normalement sur le lien Booklab que je vous avez envoyé, vous avez une question ouverte avec la question, en gros. Si vous avez les idées, soit de la discussion que vous avez eue ou autre, ça permet de recenser les différents groupes. Quelles actions peuvent être entreprises, si je la formule comme cette consigne, comme pour faire entendre la voix des riverains sur le débat démocratique de la culture ou pour organiser ces espaces de médiation et de résolution des conflits entre habitants des campagnes et autres. Euh, donc voilà, celles et ceux qui auraient des éléments un peu précis, je vous invite à l'écrire directement dans le lien. Et sinon, sur les groupes qui ont pu échanger, est-ce que voilà, Martin Raymondet sur le ministère de l'Environnement ou Alors, voilà, Carole alors, Simi, de Centenaire. on était avec Martin et il nous a parlé des Observatoire. observatoires éco-citoyens, donc avait été enclenché à Fos-sur-Mer où il y a eu des mesures de fait. Donc, ils ont récupéré des lichens dans l'eau, etc. Ils les ont analysés pour voir quels étaient les polluants qui étaient présents dans l'eau. Voilà, donc ça a été financé par la mairie de Fos. Et puis, Martin nous disait aussi qu'il y avait d'autres observatoires dans d'autres villes. Et donc, ça va entraîner des dynamiques intéressantes, quoi. Voilà, donc Mm. un outil possible. Oui, là, le facteur de mobilisation, en quelque sorte, c'était réaliser soi-même un état des lieux expert Mm. de l'environnement dans un premier temps, sans la Fosse-sur-Mer, qui est une zone très, très industrielle et très polluée. Et, et, euh, et autour de cette question, et en mobilisation des moyens assez divers depuis la mesure de la qualité de l'air avec des petits dispositifs jusqu'à des choses un petit peu plus lourdes où ils sont allés et innovantes où ils sont allés voir quelles traces de pollution on trouvait dans les lichens à différentes profondeurs dans l'eau ou ce genre de choses. Et ils ont réussi à établir une véritable expertise sur les différentes pollutions autour du site en lien avec les autorités locales. Voilà. Ouais. C'est bien de mettre l'accent là-dessus parce que voilà, voilà, j'espère d'avoir pas. C'est trop brouillon, mais dans les dynamiques, en tout cas, qu'on peut observer de médiation, au moment de la négociation collective et quand on est dans le cœur, un peu autour de la table du conflit, la question de l'expertise et la question de l'objectivation des problèmes, elle est au cœur de la discussion. Voilà, il y a le travail d'agrégation, là, des paroles avec les pétitions, mais ce travail d'enquête, d'expertise, comment il est soutenu, encouragé, il est décisif. Euh, Est-ce que les autres, Nicolas Faudon de Lagarde, Carole Samuel ou d'autres qu'on n'a pas entendu, Charlotte Moret, vous, dans les discussions que vous avez pu avoir, vous voyez des leviers, des choses pour pouvoir soutenir des voix sur cette question de la démocratie agricole? Je sais pas, je peux partager ce qu'on s'est dit dans notre groupe, si vous voulez. Vous pouvez me soutenir, ceux qui étaient dans mon groupe. Nous, ce qu'on a échangé, c'était sur ce qui s'appelle les commissions extra-municipales. Moi, je connaissais pas, donc c'est pour ça que je dis que ça s'appelle, je l'ai découvert. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir une participation active des associations et des citoyens pour finalement venir apporter leur voix auprès des élus municipaux, opposition et, euh, et ceux de la majorité. Que du coup, dans ce cadre d'ouverture des commissions municipales, on puisse venir porter la parole des riverains, puisqu'on est tous riverains. Je ne sais pas si les collègues de ma petite table ronde veulent ajouter clarification. Voilà. Oui, alors on parlait en effet des commissions extra-municipales. Donc, c'est des commissions municipales. Donc, les commissions municipales, c'est uniquement avec les élus.
Et extra-municipale, c'est en effet ouverte, mais c'est à la volonté des élus. C'est-à-dire que si les élus ne décident pas d'en faire, il n'y en aura pas. Mais après tout, on peut Oui, aussi il faut être des proposer. riverains et se positionner en disant nous, on veut participer à des commissions extra-municipales parce que notre voix, elle est importante. Ça peut être une demande, en tout cas, portée par, par des citoyens riverains qui voudraient ouvrir ce débat de la transformation agricole sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres voilà, sujets qui ont pu voilà, remonter et être discutés, Mika ou Charlotte Moret ou Laurie Corchi? Bah, moi, j'étais dans le groupe d'Aline et du coup, ça a été plutôt bien résumé. Oui, on peut peut-être dire aussi qu'on était un petit peu sec au niveau de ces outils-là, en se disant on connaît certaines choses, mais peu en fait, et que cette visio, c'était aussi, enfin, on attendait aussi des éléments de l'aide par rapport à ça. Mm. Yes. Voilà, s'il y en a d'autres. Lorenzo, je crois que je sais pas si vous levez la main. Oui, ben, moi je suis plutôt dans le mode pas de côté. C'est ce que j'ai un peu exprimé tout à l'heure dans le chat. Puis je me viens à l'idée, la chose suivante. Je suis plutôt dans cette dimension où quelles sont toutes les opportunités de pouvoir dialoguer. Et je suppose que vous avez entendu parler de ce film euh, de Nathanael Coste qui s'appelle La théorie du boxeur, qui a eu beaucoup de succès un peu partout en France, particulièrement dans la Drôme, pour ceux qui sont par là. Et c'est l'occasion de nous faire rencontrer différentes personnes à partir du moment, effectivement, ces séances sont bien accompagnées, sont bien facilitées. Parce que toute la question, à mon avis, est à cet endroit-là, pour faire rencontrer des personnes. Comment, autour d'un film comme ça, on peut faire rencontrer différents acteurs qui ont des points de vue très différents. Et c'est là où, justement, ce qui a été partagé ce matin, particulièrement dans les différentes sessions, enfin, la session du matin, me semble être pertinent à mettre en place. Voilà ce que j'avais à propos, plutôt que de prendre les choses de front, etc. Essayer de trouver des solutions où ça prend énormément d'énergie et de temps, et souvent d'affrontement plus que de confrontation. Je pense que c'est intéressant de voir les choses plutôt par la bande. Voilà, c'est ça ce que j'avais à partager. Le- le- L'élément peut-être, et pour, voilà, en plus pour aller vers un peu la conclusion de ça, euh, j'ai sauté un des slides du Club, c'était pour aussi aller prendre la température là-dessus, mais dans la résolution du conflit, la proposition principale pour nous, c'est de distinguer deux étapes, qui est en gros les conflits se situent dans une situation dans laquelle il y a un acteur qui est dominant, voire ultra dominant, qui est la corporation agricole. Et du coup, la première étape pour résoudre le conflit, c'est de donner les moyens aux différentes parties de l'exprimer. Et là, le parti pris, en tout cas, ce qui était proposé avec cet atelier, c'est de réfléchir sur les premiers leviers pour donner la possibilité d'un acteur d'un intérêt collectif qu'on considère, qu'on estime insuffisamment représenté, s'organiser. Donc la première étape, c'est vraiment ça, de dire, tiens, c'est quoi l'activité concrète d'organisation collective, d'agrégation des paroles pour faire émerger des paroles qui vont, et ça c'est la deuxième étape, pouvoir entrer dans un processus de médiation. Euh, Ce qui nous a été souvent partagé de la part de collectivités ou autres, c'est que quand on est dans un bilatéral municipalité ou collectivité et agriculteurs, on se retrouve un peu face à un mur, on se retrouve, Patrick le disait, avec les tracteurs dans la cour, ou en tout cas on se retrouve dans un conflit un peu dur et difficile. Si jamais l'étape préalable a été fait, pour la collectivité locale, pour les pouvoirs publics en général, le rôle est beaucoup plus, on va dire, confortable, je sais pas, mais en tout cas, c'est une situation de médiation. On se retrouve plutôt entre arbitre ou conciliateur pour arriver à faire émerger et faire dialoguer les différents espaces. C'est ce qui s'est passé dans l'expérience dans le Baden-Württemberg à grande échelle, et c'est ce qui se passe aussi à toute petite échelle, à l'échelle d'une commune. Euh, donc, et la grosse question, en tout cas, mais nous, qu'on se pose en vrai, et voilà, qu'on voulait proposer de discuter aujourd'hui aussi, c'est se dire, tiens, au fond, cette activité quand même concrète d'émergence des paroles collectives, elle est pas simple. Il y a des outils
qui permettent de faire ça et de formaliser ça, c'est les droits de pétition. On en parlait un petit peu avec Lola Rouzet là, et Yanina, pardon, Itswani, sur est-ce qu'il y a besoin de formaliser le droit de pétition pour ça, ou en fait les gens peuvent faire remonter. Nous, on est plutôt partisans de se dire en formalisant le droit de pétition, et ben, ça encourage et ça même contraint parfois les habitants à aller chercher au moins 50 signataires pour avoir accès à la médiation. Une fois qu'il y a cette parole collective, la question le clé, c'est l'accès à l'expertise, celle que vous nous parliez là, Martin, avec l'exemple intéressant des observateurs éco-citoyens. Et, euh, et en fait, quand même, avec ça, on a quand même trois ingrédients clés pour la résolution de conflits, en gros, que les intérêts les plus marginaux soient agrégés et organisés, que l'expertise, qu'il y ait de l'expertise et de la donnée pour arriver à comprendre quels sont les problèmes, quelle est la nature des pesticides utilisés, et ça encore, c'est des éléments qui manquent parfois, pour pouvoir avoir cette troisième étape qui est finalement là. Ce qui s'est fait avec les tables rondes de Baden-Württemberg, les négociations collectives, ce qui s'est fait avec les médiations à Saint-Nolff à l'échelle d'une commune, avoir ces formes de médiation et ce dispositif. Alors, on n'est pas entré dans le détail là-dessus, mais c'était ça qui pourrait et qui mériterait d'être. C'est ensuite, ça se passe déjà en plusieurs rounds, quoi. C'est pas une réunion. Et c'est un enchaînement souvent de réunions bilatérales pour collecter les éléments, puis ensuite de réunions multilatérales. La, l'envie de notre côté, et pour conclure, c'est d'essayer quand même d'accumuler les expériences à ce niveau-là. On a quand même pas mal de communes aussi qui nous sollicitaient pour dire, là, avec l'approche des élections municipales, de dire, ah tiens, on voudrait avoir un peu un programme moteur sur les questions de transformation agricole. Ce qu'on répond, nous, c'est quand même que l'idée, c'est de réunir le premier ingrédient, si vous voulez faire une politique agricole, en gros aussi de décentrer du monde agricole lui-même et d'encourager à aller chercher la voix des autres parties prenantes, et notamment les habitants des campagnes non agriculteurs et riverains. Et donc, et de se dire que c'est voilà, les personnes concernées là qui sont voilà, souvent aussi, bon, sur les questions de santé, comme Patrick Munich, vous nous l'avez bien présenté, puissent nourrir une voix qui nourrisse le débat. Nicolas? Non, je disais, il faut aussi intégrer en fait les agriculteurs au maximum dans les collectifs. Les agriculteurs dont certains sont de bonne volonté et sont eux-mêmes victimes en fait de leurs propres produits pesticides, produits phytosanitaires, etc., etc. Je veux dire, il y a aussi cette réalité-là qui existe, hein. Et je pense qu'on manque, hein, et il faut pouvoir objectiver ça. Et on manque, à mon avis, de données, peut-être ARS, santé, sur les maladies professionnelles des agriculteurs. Et il faut pouvoir montrer ça. Il y a une sorte d'omerta là-dessus, de la part des lobbies agricoles. Mais les victimes sont des riverains, mais sont aussi et avant tout, enfin aussi des agriculteurs qui eux-mêmes subissent la pression, voilà, financière, etc., etc. Donc il faut pouvoir les mettre dans la boucle à un certain niveau. Le- Et effectivement, éviter le conflit, parce que tout de suite, on va parler d'agriculture bashing, etc. Donc, ne pas les considérer, ils vont se considérer comme victimes, etc. Donc, sortir un peu de cette radicalisation ou du conflit. Facile à dire, pas facile à faire, mais voilà, faire avec aussi, quoi. Tout à fait. Bah, c'est vrai que nous, de notre côté, au collectif, on ne veut pas opposer agriculteurs. Et Mm, puis, voilà. Et c'est vrai que nous, pour notre cas particulier, on a toujours, même si c'est compliqué, hein, comme tu dis, même si c'est compliqué, on a toujours été à échanger avec bien l'agriculteur. sûr, Et puis, au début, c'était compliqué, hein, parce que il était un peu en format défensif. Il bien pensait sûr. qu'on l'agressait, etc. Mais à Mm, force mm, de parler calmement avec lui, etc., on a réussi quand même des choses, quoi. Et il faut savoir qu'autour de nous, on a d'autres agriculteurs conventionnels avec qui on est en très bonne relation. bien sûr. Hein, voilà. C'est pour ça qu'il Oui, oui. faut pas faire un bloc. Enfin, on dit Mm, souvent mm, les agriculteurs, mais il y a des agriculteurs et il y a des réalités qui sont différentes en fonction bien sûr. de chacun, comme les problématiques de riverains ou autres. C'est à chaque fois c'est individuel et c'est vrai qu'ils sont dans un système où pour eux c'est compliqué d'en sortir, quoi. Et en plus, dans le collectif, on soutient des malades et agriculteurs, et c'était des agriculteurs conventionnels qui sont malades. D'accord.
Bah, pour la plupart, hein, Et pour eux, tous. des fois, c'est pas évident parce que ça veut dire toute leur vie, ils ont fait confiance dans un modèle, etc. Ils s'y sont donnés. Et puis, ils se rendent compte qu'à la fin de leur vie, ils sont malades et ce modèle-là les a terriblement Ouais. diminués. Faut qu'on arrive à objectiver ça en termes de données, ouais, effectivement, ça. Je Ouais. crois. Mais Ouais. c'est compliqué parce On, que on- nous, on on va devoir, rencontre. ouais, on va Ouais, devoir, on va devoir S'arrêter. conclure OK. là, je pense, comme il est déjà 16h07. Mais en tout cas, c'est quand même un peu c'est quand même un peu ça, la question, quoi. Nous, la proposition méthodo, c'est quand même c'est quand même une proposition un peu de non-mixité initiale. C'est-à-dire, quand il y a un acteur dominant, comme c'est le cas de Nicole, d'arriver déjà à faire émerger une voix en dehors du monde agricole pour pouvoir, dans un second temps, ok. aménager ces espaces de médiation. En tout cas, merci pour avoir participé. Si celles et ceux qui auraient envie de creuser ces éléments, donc comme je vous le disais, nous on l'ouvre avec vraiment ces deux casquettes, quoi. La partie organisation des riverains avec Riverains Ensemble. La partie plutôt dispositif de médiation, de pétition, ça c'est ce qu'on travaille avec l'Institut Alinsky sur le côté démocratie de l'interpellation. Les deux font partie d'un groupe plus large qui s'appelle Justice Ensemble. Sur le Book Lab, j'ai mis pour celles et ceux qui voudraient avoir soit les éléments un peu plus, tous les documents que j'ai pas eu le temps de partager sur l'expérience au Baden-Württemberg ou qui voudraient suivre un peu les expérimentations qui sont menées, bah, n'hésitez pas à nous laisser l'adresse, votre adresse email. Pour pouvoir poursuivre la discussion, on va organiser un peu plus tard, là, en juin, un retour d'expérience plus spécifiquement, je crois, sur ce qui s'est passé sur ce qui s'est passé dans la Durance, dans les négociations entre riverains, collectivités locales et agriculteurs. Voilà, mais je crois Aline, oui, je vois le message, mais on les a pas, nous, accès aux adresses email. Donc, Non, mais je sais pas. moi, je transmettrai tous les comptes Ah oui. rendus et les documents à l'ensemble des participants, dans tous les cas. Merci. Merci. Yes. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci à vous. Merci. Merci à Merci vous. à Merci Beaucoup. de beaucoup. tous Bonne d'avoir continuation. participé.